Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi, 12h30, 13h, une émission en direct que vous pouvez bien sûr voir et revoir après sur Décideur TV et sur Challenge, notre partenaire. L'occasion de poser toutes vos questions au meilleur gérant de la place. En l'occurrence, aujourd'hui, François Genovese, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant donc, chez Alma Capital et Associés. Pour vous recevoir, nous avons Hubert Tassin qui nous éclairera aussi de sa vision des marchés et vous posera d'autres questions. On commence tout de suite par un petit mot sur Alma Capital et Associés. Oui, qui êtes-vous, que faites-vous? Alors Alma Capital Associés est une société de gestion agréée AMF. Nous gérons près de 300 millions d'euros pour des personnes physiques, donc pour compte de tiers, personnes physiques. Pas du tout d'institutionnel. Et pas du tout d'institutionnel. Nous avons été créés en 2005 en partenariat avec Quilvest Banque Privée. Et aujourd'hui, nous sommes une société de gestion entrepreneuriale. Pourquoi pas d'institutionnel? C'est un choix? Pourquoi c'est un choix? On a un savoir-faire sur les personnes physiques, un vrai savoir-faire. Moi, mon cursus, c'est d'avoir été pendant 18 ans à la Banque Eurofin, et c'était la spécialité de cette banque à l'époque. Et j'ai été élevé de cette manière-là, et je fais ce métier-là. J'estime que c'est un métier que je sais faire. Le reste, je sais un peu moins faire, donc je ne fais pas. Vous, votre rôle donc, chez Alma Capital et Associés? Moi, je suis président, donc fondateur d'Alma Capital et Associés. Je dirige la gestion action et je suis responsable de la gestion privée. D'accord. Combien de personnes pour finir? Alors, nous avons un modèle très sous-traité. On sous-traite énormément. Donc, nous sommes aujourd'hui 10 opérationnels. Et notre principal partenaire économique étant Quilvest, Odo, CIC et d'autres. Et voilà, nous avons adopté ce modèle qui nous réussit bien. Parfait. On commence tout de suite par une rubrique dont vous avez l'habitude, impression macro. Avec un nouveau Premier ministre qui a tenu son discours de politique générale, Hubert. Ça confirme le virage du président de la République du 14 janvier. On va vers une politique pro-business, en tout cas dans les mots. On va alléger les charges. Voilà. Plus de dynamisme. Dans les mots, on allège les charges. On est pro-business. On n'est pas forcément pro-Union européenne. Et en tout cas, on reste sur sa faim, bien entendu, puisqu'on ne sait pas comment on gère le déficit et on ne sait pas comment on finance le pacte. Donc c'est plutôt bien, mais pas d'enthousiasme ni en France en général, ni sur les marchés. François, vous avez écouté avec attention ce discours? Bien sûr, je suis complètement d'accord avec Hubert. Aujourd'hui, le Premier ministre a un challenge, c'est de redonner la confiance aux entreprises. Et son deuxième challenge, puisqu'en fait les sondages vont aller avec le chômage, c'est de faire baisser ce chômage. Donc il y a un certain nombre de mesures qui vont être mises en place. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces mesures ne soient pas... n'aille pas à l'encontre d'autres courants du PS, ou le courant du PS n'aille pas à l'encontre de ces mesures et que tout ça se fasse assez rapidement. Quand vous entendez un tel discours, vous êtes derrière vos écrans, vous réagissez, ça a des conséquences concrètes immédiates ou pas forcément? Alors, il peut y avoir des conséquences concrètes immédiates. Je pense que les conséquences sur les marchés, on ne les a pas trop vues il y a quelques jours. C'est le bénéfice du doute pour l'instant? C'est en fait surtout, je pense, une anticipation légère des investisseurs sur le changement de cap du président et de son gouvernement. Le changement de cap qui a eu lieu, bien entendu, pendant le discours du mois de janvier, où on a bien vu que le ras-le-bol fiscal et puis le ras-le-bol des entreprises a pesé sur la décision de François Hollande et son gouvernement de changer de cap. Et le pacte de solidarité, c'est quelque chose qui a déjà été chez les investisseurs. Du dynamisme, exactement, mais pas du neuf comme exactement, en Italie. C'est-à-dire pour Hollande, M. Valls n'est pas un Renzi français. Tout à fait. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne va pas aussi vite que Renzi qui dit on va tout faire en 6 mois, sinon on ne fera rien. Valls, c'est un plan à 5 ans, 7 ans, 10 ans. Renzi, moi je crois qu'il a tapé un grand coup de poing sur la table. Il veut changer les choses très très vite. De toute façon, il aura moins le temps que Valls en France, puisque le système politique italien est fait de cette manière-là. Donc les allègements de charges pour les bas salaires vont être faits assez rapidement. Le cap est pris en Italie. Est-ce que ça redonne un coup de fouet sur la demande intérieure? Ce n'est pas encore évident, bien entendu, parce que c'est trop récent. Mais il y a un vrai changement de cap que Valls pourrait adopter dans l'esprit. Mais aujourd'hui, compte tenu du système,
il peut pas aller plus vite. Hubert, vous parliez de l'Europe, ça c'est un vrai dossier. Personne ne croit au retour du déficit sous les 3% en 2015. Pour la France. En France, oui. Voilà. Est-ce que ça peut avoir des conséquences et perturber le jeu aussi? Pour le moment, pas tellement. Hein. Pour le moment, on a toujours des taux qui sont incroyablement bas. On voit bien que de toute façon, c'est là-dessus que joue Renzi précisément en Italie, c'est que l'Allemagne, si elle est contre la France et contre l'Italie, elle ne peut rien faire. Donc on est condamné à s'entendre. Donc le mauvais élève tient un peu le bon, comme le bon, qui est le banquier, tient le mauvais. Donc on n'y croit pas trop. Ce qui est vraiment la grande différence, précisément, entre la France et l'Italie, c'est que l'Italie a un budget qui est en excédent primaire, c'est-à-dire qu'avant paiement de la dette, l'Italie dégage des bénéfices et dégage un excédent, alors que la France est très déficitaire et que là, le plan va être beaucoup plus dur, finalement. C'est beaucoup plus dur de relancer en faisant les économies en France que de le faire en Italie. Le problème de la dette et des taux d'intérêt, pour l'instant, on a encore la confiance des marchés. Hein. Tant qu'on l'a, on peut se dire que c'est confortable. C'est incroyable d'ailleurs, parce que la dette, elle existe, elle sera très difficile à résorber. Je ne vais pas vous cacher mon pessimisme quand même léger sur ce sujet-là. Maintenant, la France est dos au mur. Et peut-être que d'ailleurs... On entend ça depuis 2 ans. On entend ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais moi, ce que j'espérais, c'est un changement de gouvernement avec quelques techniciens au gouvernement. Malheureusement, ces techniciens ne sont pas aujourd'hui au gouvernement. Il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas de gens issus de cette culture. Et il n'y a pas de rupture réelle. Voilà, comme la rupture qui avait eu lieu à l'époque avec Monti, avec Mario Monti en Italie, si on parle de l'Italie. On peut aller mieux malgré tout. On a un exemple assez proche de nous avec la Grèce qui revient sur les marchés obligataires, qui a réussi à lever de l'argent, sursouscrit cet emprunt, alors qu'on sait qu'il y a encore des problèmes à venir. Ça va mieux en Grèce? C'est un exemple à suivre? Alors je pense que d'abord c'est globalement une bonne nouvelle. Après il faut regarder dedans ce qui se passe. C'est que d'abord il y a les élections très bientôt en Grèce et le gouvernement grec voulait absolument montrer à sa population que finalement la Grèce allait mieux. Et par ce biais, il démontre que la Grèce va mieux. Alors maintenant, le succès de... C'est plus politique qu'économique. Alors il y a d'abord un point politique, ça c'est très clair. Après il y a un point économique. La Grèce a réussi quand même à émettre à 4,95 je crois, ce qui est un taux quand même assez élevé, mais on est loin des 20% ou des 10% ou des 25% qu'on avait il y a quelques années. Voilà. C'est un retour à la normale. Voilà, c'est quand même très raisonnable en effet. Voilà, maintenant la Grèce n'est pas encore sortie du trou, hein, ça c'est clair, et il n'y aura que quelques trimestres à surveiller pour voir si vraiment ça s'est embelli. Mais globalement, c'est bonne. Ça veut dire que l'austérité paye quand même. Oui, elle peut payer d'un certain point de vue, parce que 23% de chômage, il faut aussi gérer ça. Pire mais si le pays voilà, avait explosé en vol. Ça prouve que la convergence continue à être un thème sur les marchés, donc la convergence entre les économies fortes, l'Allemagne, mais aussi bien sûr la France quand même, et puis ces fameux pays du Club Med. Le Portugal a été ce matin mis en surveillance positive, sorti en fait de la zone à risque. La croissance au Royaume-Uni monte. Le FMI pousse la BCE à injecter plus de liquidités. Ça va quand même dans un assez bon sens. Et si je peux rebondir sur l'austérité, oui, l'austérité paye, mais à quel prix ? Il faut voir un peu ce qui s'est passé en Grèce, où on a une population qui est dans la rue depuis 3-4 ans. On a des partis extrémistes qui ont gagné quelques élections. Il y a une autre voie, parce qu'on entend dire pas d'austérité. Est-ce qu'il y a une autre voie ? C'est-à-dire que si on ne peut pas les taper à la porte... La voie italienne est une bonne voie. Alors il y a toujours plusieurs voies, mais ça dépend de quels paramètres on a déjà dans les pays. En Italie, vous avez très bien dit, on n'a pas les mêmes paramètres qu'en France, et ni les mêmes paramètres en Grèce, bien entendu. Donc aujourd'hui, en France, le problème, on le connaît, c'est le carcan social, le carcan du système qui fait que les mesures sont très compliquées à passer. Et ça, il va falloir un jour lever les tabous, lever le tabou des 35 heures, lever le tabou sur plein de choses. Mais en revanche, on n'est pas obligé de faire de la récession. Les Anglais ont fait certes de la récession, mais ont injecté des sommes absolument colossales. Une politique à l'américaine ou à la japonaise est possible en Europe. Et c'est justement la question, c'est est-ce que la France peut faire un coup italien ou est-ce que la France, finalement, est obligée de faire le coup de l'Espagne ou de la Grèce avec un peu de retard? Exactement, et ce que je relève pour finir sur ce point-là, c'est que le FMI pousse l'Europe justement à bouger et quitte à demander indirectement, bien entendu, à la BCE d'organiser quelque chose d'extraordinaire comme l'a fait en fait la Fed pendant quelques années. Allez, on passe tout de suite aux réalités micro. Alors,
On entre dans l'époque des publications trimestrielles avec le traditionnel Alcoa, l'américain Aluminium qui publie des résultats plutôt conformes, plutôt bons, même si le marché dit attention, Alcoa c'est plus l'hirondelle qu'il faut surveiller parce qu'ils dépendent tellement de l'aéronautique que finalement ils sont hors cycle. Oui, c'est un peu vrai, mais le réflexe naturel des investisseurs, ceux qui ont un peu de bouteille, c'est de regarder ce qui se passe chez Alcoa. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas mauvais du tout. Maintenant, les investisseurs se projettent à l'avenir et le discours d'Alcoa bientôt, qui va, suite à certains roadshows, va donner un peu le ton sur 2014. Alors, gros mouvement sur les techs américaines. Le Nasdaq a encore perdu 3% hier soir. On commence à avoir des signes. La glace commence à rompre sous les pieds de certains investisseurs. Hubert, il faut s'inquiéter, ça, de la dégonflement de peut-être une bulle Internet. C'est une nouvelle qu'elle explose maintenant plutôt que dans 6 ou 8 mois. Donc, on a un Nasdaq qui, effectivement, perd 6,5% en un mois, mais qui gagne encore 23% par rapport à il y a un an. Donc, on n'est pas perdu. Mais on a eu l'occasion de le souligner, notamment ici. Une bulle était en train de se créer sur deux pôle, sur le pôle des valeurs Internet, avec la fameuse introduction de Candy Crush qui a plus ou moins foiré, mais qui est quand même à des prix invraisemblables, et puis une ruée sur les biotech qui ressemble au tirage du loto, puisqu'on en achète 50 en disant il va y avoir un ticket gagnant dedans. Donc on est vraiment dans des bulles, c'est probablement un des éléments que la Réserve fédérale devait bien suivre. La Réserve fédérale est prête à soutenir l'économie, mais elle doit suivre les bulles. Il n'y a pas de bulle immobilière aux États-Unis, mais se crée une bulle à Wall Street. Et sur les biotech, est-ce qu'on a un dégonflement qui pourrait aussi se produire ? Bien entendu. Sur les biotech, il y a des valorisations qui sont insensées. On sait que c'est les flux qui gèrent un peu les tendances boursières sur les biotech. Aujourd'hui, on a cette bulle qui existe, Hubert en parlait. Aujourd'hui, on peut dire quoi ? On peut se référer un peu dans l'histoire, ce qui s'est passé. Il faut en moyenne 300 jours pour qu'une bulle explose. On a commencé cette bulle il y a plusieurs mois. Voilà. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois. Facebook a déjà perdu 20% par rapport à ses plus hauts. Voilà, par exemple. C'est de combien une correction de bulle ? Non, une bulle, c'est sur ce type de valeur, si on se réfère un peu à ce qui s'est passé sur le Nasdaq, parce qu'on va dire qu'on est à peu près dans les mêmes circonstances. Sur le Nasdaq, on a baissé de 75%. Oui, mais ça, c'était une époque où, en effet, on le disait, les dot-com ne gagnaient pas d'argent. Facebook est rentable. Oui. Il y a plein d'entreprises qui sont ultra profitables. Tout à fait. On ne gagnait pas d'argent à l'époque. On gagne peut-être un peu d'argent avec Facebook, mais les valorisations sont monstrueuses. Ce n'étaient pas des valorisations Donc vous pensez que ça peut retourner au tapis avec la même violence qu'en 2000 ? 75%, je disais que c'était une moyenne sur le Nasdaq. Facebook, je ne sais pas, mais disons une baisse de 20%, pour moi, ce n'est pas une explosion de la bulle. Il faut encore une vingtaine de pourcents, très certainement. Et sans doute plus sur les biotech, puisque sur les biotech, on est dans le pari pur. Oui. Et donc, on l'a vu aussi sur les biotech françaises. De profiter de ces c'est trop tôt. On n'attrape pas un couteau qui tombe. On le répète à chaque fois, et ça, c'est vrai. Exactement. Do not catch a falling knife. Alors, l'autre thématique en micro, c'est les fusions. On a des carnets de chèques qui se sont reconstitués et on s'en sert. En particulier, ici, Lafarge Holcim, Steria Sopra, on ne parle même pas de numéricable SFR. Ça va continuer, ça devrait continuer. Ça, c'est des très très bonnes nouvelles. Aux États-Unis, en 2013, nous avons eu un certain nombre d'opérations de fusion-acquisition qui ont poussé le marché à la hausse. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 2014, en Europe et en France, ça a commencé. On a deux opérations très importantes. Une opération qui était assez inattendue, Lafarge Holcim. Lafarge, on est sur des capitalisations boursières de 18 milliards. Holcim, on est sur des capitalisations boursières de 25 milliards de francs suisses. Il y a quelque chose qui... un ensemble de 40 milliards d'euros. 40 milliards. Ils ont annoncé déjà certains chiffres, 1,4 milliard d'économies sur 3 ans. Donc ça, c'est une bonne chose. Globalement, c'est une bonne chose pour les marchés, parce que les marchés, maintenant, vont chercher quoi ? Ils vont chercher les futures fusion-acquisition. Sopra, Steria, deux sociétés sur lesquelles tout le monde se posait des questions depuis plusieurs années. Est-ce que c'est une surprise qu'elles se marient toutes les deux ? Un peu quand même, oui. Sopra, on attendait la cession à un grand groupe, puisque le personnage mythique chez Sopra a un certain âge, il est toujours en activité, mais il a un certain âge. Sur Steria, qui cherchait un peu son chemin, est une très très belle société. On attendait aussi peut-être des opérations sur le capital, et elle s'associe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hubert, c'est quoi les prochaines ? Ça, c'est le jeu. Rêver. Non, c'est un peu difficile de voir ça. Les paris. Le fait de choisir des valeurs à opération financière n'est, on le dirait toujours, que la cerise sur le gâteau. Il faut prendre des dossiers qui sont bons, mais ne pas les prendre pour cette raison-là. Alors, il y a quelque chose à bien regarder sur ces opérations, c'est les opérations annoncées qui sont boudées par la bourse, le Club Méditerranée, les ciments français, Boursorama, Bourbon
qui cotent plus cher que le prix d'OPA. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas boudées, elles sont rachetées au-delà du prix proposé. Les investisseurs ne veulent pas apporter. Les investisseurs n'ont pas envie d'apporter à ces prix-là. Ils se disent qu'il va y avoir de la surenchère. Oui, ou que tout simplement ça vaut plus. Bon, effectivement, dans le cas de Boursorama, on voit bien que la Société Générale a besoin pour stratégiquement de posséder son courtier en ligne, et donc on n'imagine pas qu'il ne remonte pas. Alors c'est un peu du spiel et du mensonge, mais donc les prochaines opérations, après Bouygues SFR, il va se passer quelque chose. À la fois les participations de Vivendi, on a déjà dit un mot déjà de Canal+, le Canal+ coté qui devrait être acheté un jour ou l'autre. Alors il n'y a probablement pas le feu non plus, mais c'est un exemple. François, vous avez des opérations financières sur le feu que vous guettez ou vous espérez? D'abord, je voudrais dire que Hubert, il a raison. On n'achète pas seulement pour une opération de haut de bilan. On achète pour le fondamental et bien entendu, la cerise sur le gâteau, c'est l'opération de haut de bilan. Après, si on a les deux, c'est parfait. Maintenant, sur les secteurs qui pourraient bouger aujourd'hui, c'est clair que sur les équipementiers automobiles, on devrait avoir des opérations. Je pense à Forestia, je pense à Montupet, je pense à d'autres. Et aussi sur les télécoms. Les télécoms, Telefonica, aujourd'hui, est un prédateur en Europe. On voit l'histoire, Iliad, Bouygues Télécom et Numericam. Bon, tout ça est en train de bouger. Vodafone étant aussi assez actif. On est dans une période de restructuration, de consolidation du secteur en Europe sur les télécoms. Alors, il ne faut pas oublier de regarder des secteurs qui paraissent ringards et un peu oubliés, comme l'agroalimentaire. On voit bien que Nestlé, qui va se retrouver avec pas mal de cash en défaisant ses liens avec L'Oréal, va aller faire son... récemment. Oui. Oui, c'est vrai. Va aller faire son marché. Donc il y a des choses qui peuvent être amusantes à regarder. Bon, cela dit, on est surtout porté par les résultats. Ouais. Quand même. Alors justement, parlons-en, parce qu'au-delà de ces opérations financières, on devrait s'amuser encore dans les semaines qui viennent. Il y a la publication des premiers chiffres. On avait LVMH, on a Carrefour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces premières publications ? Ces publications sont assez conformes, voire légèrement positives. Donc, si vous voulez, c'est une très bonne chose, compte tenu de la cherté du marché aujourd'hui, la cherté relative, en PE dynamique. LVMH qui profite du retour à la croissance de Vuitton, qui avait eu un petit coup de mou. Il y a deux choses sur LVMH. Le titre a gagné 3%, donc on pourrait se dire les résultats sont très bons. Non, ils sont plutôt corrects. Sur les vins spiritueux, on a quand même une déception. Par contre, sur Vuitton, on a plutôt une amélioration. Donc, on a aujourd'hui le LVMH. Si vous voulez la jouer, il faut regarder ce qui se passe en Chine et en Asie. Carrefour. Justement, le Japon a un peu contrebalancé, qui va mieux, a un peu contrebalancé la Chine. Mais LVMH, c'était attendu, mais c'est plutôt dans le bien, puisqu'on avait un peu peur, notamment, évidemment, à cause du cognac. Exactement. Et Carrefour, qui souffre des changes, et du Brésil notamment. C'est un des dossiers les plus intéressants de la Bourse de Paris, à mon sens, aujourd'hui, dans la mesure où, bien entendu, le capital maintenant commence à être... il commence à jouer un peu les gros bras. Vous avez la famille qui était propriétaire, Moulin, qui était propriétaire des Galeries Lafayette, qui est rentré à hauteur de 6%. Vous avez toujours Colony, vous avez toujours Arnaud. Vous avez toujours un groupe qui est en souffrance. Donc où il y a les restructurations qui sont... recule encore en France. Alors ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Vous avez eu Plaza qui est arrivé il y a 1 an et demi, je crois. Il a mis vraiment un coup d'accélérateur sur les restructurations. Les supermarchés en France ne sont pas les supermarchés qu'on connaissait dans les années 70 et 80. Voilà, il y a un frein du secteur et il y a une restructuration. Maintenant, on va s'occuper des charges. Avant, on s'occupait des chiffres d'affaires, de pousser le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on s'occupe de cerner les charges. Qui est positivement ressenti, c'est que l'Assemblée générale, qui aura lieu dans un mois, va demander un changement de statut de manière à laisser précisément le président au-delà de l'image précédente. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très bien perçu, alors que généralement, ça ne l'est pas. Bon, on finit peut-être cette séquence avec Thales, Hubert. Alors Thales, à la fois des très grandes ambitions affichées devant un des actionnaires importants, puisque c'est affiché devant le Premier ministre à l'occasion d'un déplacement du Premier ministre, des ambitions, mais des ambitions de croissance plus externe qu'interne. On se demande. Juste un mot sur le Premier ministre, justement, parce que c'était un peu la douche froide. Manuel Valls qui dit « Je ne m'interdis rien vis-à-vis des participations de l'État ». Donc ça concerne pas mal de grandes sociétés dans lesquelles l'État est présent. Et on voit qu'ils ont besoin d'argent. Ils vendent la résidence de l'ambassadeur à New York. Donc les patrons de grands groupes cotés où l'État est présent peuvent trembler.
Oui, trembler, je ne sais pas s'ils vont trembler parce qu'on leur trouvera toujours une porte quelque part, mais en tout cas de cause, il y a une volonté de Valls de faire bouger les lignes. En fait, c'est voilà, certains. Il a besoin d'argent, tout simplement. Il a besoin d'argent une partie des bijoux de famille. Voilà, exactement. Mais le dogmatisme, on va dire, n'est plus d'actualité. Et on a même vu des critiques positives vis-à-vis de Valls venant de l'UMP. Ouais. Il faut rappeler que c'est le gouvernement Jospin qui a été le plus privatiseur Ouais. de tous les gouvernements. Exactement. Donc ils n'ont pas peur. Et pour refermer Non. ça, les valeurs Valls qui en profitent, ce sont les PME dans les services. Il y a une étude d'Exane BNP Paribas qui indiquait que de Richebourg ou d'autres entreprises comme Oui, Orpea pourraient bénéficier à terme des mesures annoncées. Voilà, les allègements de charges maintenant ont été annoncés, donc on va voir un peu comment cela va être mis en place. On a aussi un allègement de l'IS qui a été annoncé, donc tout ça profite finalement aux PME, qu'elles soient grosses ou petites en France. On n'est plus sous la chape de plomb qu'on a connue depuis 2 ans, depuis 2012. On n'est plus sous cette chape de plomb qui vraiment matraquait, excusez-moi du terme, les PME. On est plutôt sur une espèce de liberté aujourd'hui retrouvée. Maintenant, quelles mesures précisément, sous quel délai? Et je crois que les entreprises attendent ça. Eh bien, nous, en attendant, on va passer à la stratégie et à la gestion d'Alma Capital et Associés. Alors, on aime bien ouvrir un peu la boîte noire des maisons de gestion, voir ce qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce qu'on trouve dans le moteur d'Alma Capital et Associés? Alors, boîte noire, c'est entre guillemets, je suppose, mais nous nous définissons comme un peu des paysans de la gestion. À savoir que on est du milieu des années 80-90 avec on est des fondamentalistes, on est des stock pickers, on regarde les sociétés, on regarde les ratios les plus simples possibles pour voir déjà si on peut s'y intéresser. Donc les price earnings en dynamique, les rendements bien entendu, mais aussi les prix sur cash flow. Donc ça c'est très important, on a tendance à oublier ces prix sur cash flow. Parce qu'on a créé... besoin d'être proche des fondamentaux, c'est de la boussole. Ça, parce que nous on a peur, ça nous rassure. On regarde les ratios, on sait déjà qu'il y a une base solide. Après, bien entendu, c'est de connaître la boîte, connaître ses dirigeants, connaître l'historique de ses dirigeants et d'avoir une idée, in fine, sur la société en tant que telle. Des fois, ça peut aller très vite parce qu'on connaît l'historique rapidement en un clin d'œil. Des fois, c'est un peu plus long quand les sociétés, on ne les connaît pas. On prend notre temps, on se source auprès de spécialistes. Si on connaît quelqu'un qui est spécialiste d'un tel secteur, on va bien entendu l'identifier et puis le questionner. Et puis, ça, c'est la recherche de la société dans laquelle on va investir. Après, il y a l'allocation, on va dire, tactique. L'allocation tactique, c'est nous, comme je vous l'ai dit, on est stock picker avec une gestion corps satellite. On a une base d'investissement qui va a priori rester stable dans le temps et derrière, on va être très opportuniste. Alors, vous avez un filtre, on a compris, un filtre sur les ratios. Vous avez aussi un filtre sectoriel? Alors, le filtre sectoriel, en fait, comme on s'estime stock picker pur, le sectoriel vient là. Voilà, exactement. On définit un portefeuille, on regarde sectoriellement comment on est investi. Bien entendu, on va arbitrer si des fois on est trop investi, beaucoup trop investi sur un secteur, on va arbitrer pour essayer par prudence. C'est la gestion du risque. Exactement, c'est la gestion du risque. Votre périmètre, votre terrain de jeu, c'est quelles actions? Aujourd'hui, on est spécialisé France et Europe. Plutôt France parce qu'on a l'expérience France, on a les hommes en interne, mais en Europe, on commence à connaître bien l'univers. On a des fonds qui sont bien entendu investis dans ce type de valeurs et on a une culture aussi, j'ai oublié de dire, d'entreprise familiale. Voilà, on a une bonne partie d'entreprise familiale. La meilleure perf que vous ayez faite sur l'un de vos fonds en 2013 par exemple? En 2013, si je reprends notre fonds Europe Entrepreneur, on est à quasiment 22% de performance. Alors il y a la performance et aussi la stabilité de la croissance de la valeur liquidative de mois en mois qui a été très correcte en 2013. Et bien voilà donc pour la stratégie et la gestion, on passe tout de suite à vos recommandations. Alors une rubrique très concrète où il faut se déshabiller, montrer en fait quelles sont vos préférences. On commence par une valeur à l'achat. Écoutez, une valeur achat, je pense naturellement au groupe Bavrez, qui est un groupe hôtelier. Alors naturellement, ce n'est pas forcément naturel pour tous ceux qui oui, le voient. alors pour nous, oui, parce que voilà, c'était un groupe qu'on suit depuis très longtemps. Et ça fait le nom de la société. Alors, c'est Groupe Hôtel Bavrez. Voilà, qui s'appelait auparavant Groupe Hôtel Regina. Exactement. Et Majestic. Alors le groupe Hôtel Bavrez, il y a 3 hôtels principaux. Il y a l'hôtel Majestic, qui est un petit hôtel 4 étoiles à côté de l'hôtel Raphaël. Donc il y a ce fameux hôtel Raphaël qui est le fleuron du groupe. Et il y a l'hôtel Regina qui est en rénovation actuellement. Presque rue de la Paix.
Hôtel Regina. Pratiquement rue de la Paix. Pratiquement rue de la Paix. Pourquoi alors, est-ce qu'il vous plaît ce groupe alors? eh ben, écoutez, Parce c'est que loose. beaucoup de gens disent que voilà, il y a une concurrence telle maintenant avec Oui. des investissements colossaux qui viennent du Qatar, qui viennent de Chine sur les hôtels, que finalement ces hôtels sont un peu ringardisés. Alors, oui et non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'emplacement de ces hôtels est merveilleux. Place des Pyramides pour l'hôtel Regina et puis avenue Kléber pour l'hôtel Raphaël, c'est des joyaux au sein de Paris. Maintenant, un investisseur hôtelier, aujourd'hui, bien entendu, il y a un investissement à faire, il y a une rénovation, mais ce sont des investisseurs qui ont un horizon de placement beaucoup plus long que l'horizon de placement du commun des mortels. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est peut-être 50 ans, c'est peut-être 90 ans. Donc on est là dans un autre domaine. C'est de l'obligation presque. C'est pas de l'obligation, ces investisseurs cherchent des fleurons, cherchent à être représentés sur des places. Alors vous avez des grands groupes commerciaux qui ont besoin de rendre compte aux actionnaires régulièrement, puis vous avez des investisseurs de type institutionnel, mais privés aussi. C'est des fonds d'investissement très importants qui viennent de très loin souvent et qui, eux, ont des horizons de placement très lointains. Et l'attraction de Paris va continuer encore et toujours. Et un jour, ils seront rentables, mais surtout, ils veulent aujourd'hui fabriquer de l'hôtel du super luxe. Une chose, c'est contrôlé. C'est contrôlé par une famille Exactement. qui n'a jamais montré d'intention de céder. Je sais, mais tout est contrôlé. Et à un moment donné, on peut passer à d'autres considérations. Aujourd'hui, vous avez une famille qui a géré merveilleusement ses hôtels depuis 200 ans. Vous avez Madame Bavrez aujourd'hui qui est toujours à la tête de ces hôtels. Vous avez la fille qui prend la succession. Je ne sais pas exactement ce qu'elles peuvent penser aujourd'hui de leur groupe et de leur pérennité dans le groupe. Mais voilà, il y a une liquidité du titre. Il y a une certaine appétence pour ce type pour ce secteur. Donc nous, on aime bien cette valeur value. Une valeur pas très liquide aussi. Valeur pas très liquide, mais il y a eu quand même plusieurs milliers de titres, donc plusieurs centaines de milliers d'euros par jour, à un moment donné. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, avec une entreprise qui est largement sous-cotée par rapport à ses actifs. Alors, voilà pour la valeur que vous aimez bien. Une valeur que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous vendez en ce moment? Je pense que je vais plutôt penser à un secteur, le secteur biotechnologique. On en a parlé en début d'émission. Je pense que là, voilà, il faut faire attention. Ceux qui veulent jouer, justement, ils vont jouer. Mais voilà, moi, j'avais un principe à l'époque, c'était que c'est toujours ce principe. Quand il y a une valorisation qu'on ne comprend pas, on laisse gagner les autres. Mais est-ce que, de ce fait, vous vous reportez vers les grandes pharmaceutiques ? Alors, certaines pharmaceutiques nous intéressent, notamment Sanofi. On a quelques positions en Sanofi, en effet, vu justement la valorisation relativement raisonnable, à 10 fois les PE, avec un très bon rendement autour de 5%. On n'est plus du tout sur des valos à 25 fois les ratios il y a quelques années. Donc Sanofi, oui, mais il faut savoir que ces grandes pharmaceutiques souffrent quand même. Leurs blockbusters sont un peu coincés. Blockbuster, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Sur les biotech parce qu'ils sont obligés d'en acheter pour avoir des molécules. Mais là, On dépasse Paris en fait. ce pari, si vous voulez, il faut vraiment c'est un domaine très particulier, avec des scientifiques qui nous racontent quelque chose en langage scientifique. Nous, il faut qu'on le traduise aujourd'hui. C'est très compliqué. Et on finit avec un joker. Joker, on peut dire, il y en a plusieurs sur la Bourse de Paris. On a un univers très intéressant. On va peut-être parler de Technicolor, anciennement Thomson. Vous n'êtes pas le seul à nous parler de cette écoutez, action, peut-être, ce phénix qui renaît de ses cendres. Oui. Je vais l'avoir commandé dans cette émission il y a un mois. Peut-être. Et oui. ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Qu'est-ce qui vous plaît alors chez Écoutez, Technicolor? Technicolor, c'est la restructuration de la dette qui a été réalisée. C'est la restructuration de l'entreprise qui a été aussi réalisée. C'est un Eurotunnel bis un peu? Eurotunnel, je serais négatif sur Eurotunnel, mais donc je reste positif. Donc ce n'est pas l'Eurotunnel bis pour moi. Technicolor, c'est aussi un management qui vraiment est performant et qui fait ce qu'il annonce. Donc ça, c'est quand même pour un investisseur, c'est très important. Mais vous parliez de complexité de comprendre les métiers. Ouais. Chez Technicolor, on ne peut pas dire que ce soit C'est simple. la technologie de l'image et du son. Voilà. Donc il y a. Les brevets Technicolor, comment je peux savoir s'ils sont bons et s'ils vont effectivement servir à des gens qui Alors, font des sites, qui font... Exactement. Donc les brevets, quand on dit qu'une société détient des brevets, ces brevets sont bien entendu audités par les commissaires aux comptes, en général régulièrement. Et puis ils sont dans les rapports annuels. Vous pouvez voir un peu, pas la liste des brevets précisément, mais vous pouvez avoir une idée des brevets qui sont possédés par Technicolor. Ils ont d'ailleurs failli céder au moment de la restructuration. Ils ont réussi à les garder. Bien sûr. Donc vous misez sur cette stratégie de brevets. Il y a des brevets, il y a un savoir-faire, un vrai savoir-faire chez les professionnels. Donc les gens connaissent Technicolor. Il y a toujours un délit de sale gueule à cause du passé. Toujours. Voilà, ils ont changé de nom, donc ça va mieux. C'est mieux s'appeler Technicolor aujourd'hui. On ne serait peut-être pas 5,26 ou 5,25 si on s'appelait Thomson, ça c'est clair. Oui, puisque M. Jospin avait dit que ça valait 1 euro. Oui, à l'époque. Donc non, c'est C'était plutôt... M. Juppé, non?
Non, c'était monsieur. Peut-être. Juppé. Ouais, Juppé, Ah, peut-être, je ouais. sais pas, je Monsieur sais plus. Jospin Hein, qui a dit, ouais. je suis Ah oui, renchéri. voilà, exactement, exactement. Est-ce qu'on achète encore maintenant à 5,26 ? Je crois que les objectifs sont clairs. Si je me réfère à ce que j'ai vu très récemment, il y a des objectifs autour de 8 euros. Voilà, donc voilà. Voilà une valeur qu'on va continuer à suivre. Merci en tout cas François Genovese de nous avoir rendu Merci à visite. vous. Merci Hubert. Merci. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.